Attention. C'est parti. Voilà, je pense que faut dire ça. Ça alors. Je croyais que tu ne savais pas te servir d'une disquette. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'envole direction la Floride, au royaume des narcotrafiquants, des filles en maillot de bain et des flics les plus stylés des années 80. Ce nouvel épisode de Rétropop est consacré à Miami Vice. On retourne en 1983. Brandon Tartikoff, le directeur des programmes de NBC, connaît une série d'échecs sans précédent. Presque tous les programmes qu'il lance cette année-là sont annulés en cours de saison. Bay City Blues, Mr. Smith, The Master et même Manimal. NBC est à la traîne face à ses concurrents historiques et les 18-35 ans se tournent à présent vers le câble qui entre massivement dans les foyers américains. Et parmi ces nouvelles chaînes du câble, l'une d'elles captive particulièrement les jeunes, MTV, pour Music Television. La chaîne musicale créée 2 ans plus tôt a impulsé une véritable révolution culturelle qui a profondément transformé la manière de consommer la musique, jouant ainsi un roleplay dans ce qui a probablement été la période la plus folle dans l'industrie musicale. Pour moderniser sa chaîne et faire revenir les jeunes, Tartikoff recherche un programme original qui s'inspirerait des codes qui ont fait le succès de MTV. Et selon la légende qu'il a lui-même alimentée, le concept de la série 2 flics à Miami tiendrait sur 2 mots qu'il aurait griffonnés sur une serviette en papier, MTV Cops. Il aurait ensuite demandé au scénariste Anthony Yerkovich d'imaginer une série télévisée sur la base de cette simple association. Une belle histoire, mais contestée par Yerkovich, considéré comme le créateur de la série. Quand je suis venu pitcher Miami Vice au responsable de NBC, Tartikoff était là, mais s'est contenté de quelques hochements de tête enthousiastes, et si le mot NTV a été prononcé par quelqu'un ce jour-là, c'est par moi. Yerkovich jouissait alors d'une solide réputation dans le milieu suite à son travail de scénariste sur Hill Street Blues, un programme acclamé par la critique pour son réalisme, sa narration fragmentée et son approche quasi documentaire du quotidien d'un commissariat de police. Fort de cette expérience, Yerkovich développe un projet de téléfilm intitulé Gold Coast, inspiré par des articles de presse relatant l'explosion du trafic de drogue en Floride. Durant les années 60, des milliers de Cubains fuient la dictature de Fidel Castro. La Floride connaît alors d'importantes vagues d'immigration en provenance des Caraïbes, faisant de Miami un point de passage stratégique entre l'Amérique latine et les États-Unis. À la fin des années 70 et au début des années 80, cette position géographique, combinée à l'essor du trafic de cocaïne en provenance de Colombie, fait de la Floride l'une des principales plaques tournantes du narcotrafic aux États-Unis. La situation devient même explosive lorsque le régime cubain autorise le départ d'un grand nombre de détenus et de criminels notoires vers les États-Unis, contribuant à accentuer les tensions sécuritaires en Floride. Un contexte historique qui sert aussi de point de départ au film Scarface de Brian De Palma, sorti en 1983. Yerkovich s'inspire enfin des pratiques policières rendues possibles par les lois américaines qui autorisent les forces de l'ordre à saisir les biens liés au crime organisé, comme des costumes, des yachts, des voitures de luxe et à les réutiliser dans le cadre de certaines opérations d'infiltration. Il propose son idée à Universal, mais le studio était déjà en train de produire le film Scarface qui traite lui aussi du trafic de drogue à Miami, et propose donc d'en faire une série télévisée. Yerkovich se rend alors dans les bureaux de NBC et pitch son concept. Tartikoff, le directeur des programmes, y voit là le projet parfait pour redynamiser sa chaîne. Il mise gros sur ce qu'il considère comme son MTV Cops et accorde un budget de près de 5 millions de dollars pour la production du pilote. Un montant colossal pour une série à l'époque. Pour le réaliser, c'est tout d'abord Michael Mann qui est choisi. Le futur réalisateur de Hits s'était déjà fait la main sur des séries puisqu'il avait scénarisé quelques épisodes de Starsky et Hutch et avait créé la série Vegas. Il venait aussi de réaliser 2 films, Le Solitaire en 1981 et La Forteresse Noire en 1983. Mais Michael Mann refuse de réaliser le pilote, préférant un rôle de producteur exécutif afin d'avoir un contrôle total sur la série.
Universal confie alors la réalisation à Thomas Carter, qui avait déjà à son actif quelques épisodes de Hill Street Blues, Remington Steele et Fame, et offre à Michael Mann le poste de showrunner. C'est d'ailleurs Michael Mann qui changera le nom de la série pour Miami Vice. Mais que ce soit Brandon Tartikoff, Anthony Yerkovich, Thomas Carter ou Michael Mann, tous auront joué un rôle déterminant au moment de constituer les bases qui feront le succès de la série. L'histoire de Deux flics à Miami, c'est avant tout la rencontre entre deux policiers, Sonny Crockett et Ricardo Tubbs. Tubbs. Et mes amis m'appellent Raphaël. Oh la boulette. Ah, j'espère que tu m'en veux pas, Rico. Ah, il est vraiment désopilant. Ancien champion universitaire de football américain et vétéran de la guerre du Vietnam, Sonny Crockett travaille à la brigade des mœurs de Miami. En VO, Miami Vice. Miami Vice! Un flic sous couverture qui infiltre les milieux criminels sous l'identité de Sonny Burnett, adoptant les codes, le mode de vie et les excès des voyous qu'il traque, jusqu'à parfois brouiller dans son propre esprit la frontière entre le bien et le mal. Un mode de vie qui lui a déjà coûté son mariage et la garde de son fils. Depuis sa séparation, il vit seul sur un bateau saisi à des trafiquants de drogue, avec pour unique compagnon un alligator nommé Elvis. C'est après la mort tragique de son partenaire, incarné par Jimmy Smith, que Crockett croise la route de Ricardo Tubbs, un inspecteur de New York venu enquêter en Floride pour retrouver la trace de Calderon, un puissant trafiquant de drogue responsable de la mort de son frère. Si Crockett est un personnage tourmenté et constamment dépassé par les événements, Tubbs apparaît comme son exact opposé. Toujours souriant, élégant, sociable, un dragueur invétéré aux multiples talents. Mais derrière ces apparences de gars à la cool, Tubbs n'est animé que par une seule chose, son désir de vengeance. Ensemble, ils se lancent dans une guerre sans merci contre des adversaires aux ressources quasi illimitées dans une ville où l'argent, la drogue et le pouvoir dictent les règles. Et de cette alliance contre nature naîtra une incroyable amitié. Merci, Tubbs. Tu t'es mouillé jusqu'au bout pour moi. Normal, t'es quand même mon blanc préféré. Bonhomme. Pour incarner Sonny Crockett, Nick Nolte, Jeff Bridges et même Mickey Rourke auraient été approchés. Mais ces trois-là auraient alors préféré se concentrer sur leur carrière au cinéma plutôt que de se compromettre à la télévision. Gary Cole et Richard Dean Anderson auraient aussi été envisagés, tandis que Larry Wilcox, la co-star de Chips, était tout proche de décrocher le rôle et a même été invité à passer des essais. Look at this damn badge. It says Miami. I'm starting to wonder if I'm working at damn Disney World. De son côté, Anthony Yerkovich avait dès le départ fait de Don Johnson son choix numéro 1. Mais Brandon Tartikoff ne croyait pas en lui après qu'il ait déjà décroché le rôle principal de plusieurs pilotes, dont 3 produits par NBC, et qu'aucun d'entre eux n'avait été retenu pour une série. Don Johnson était pour ainsi dire une sorte de chat noir dans le métier. En 1975, il avait aussi eu le rôle principal du film A Boy and His Dog, qui avait été un échec commercial. Un film réhabilité depuis et qui aurait largement influencé la franchise de jeux vidéo Fallout. Mais l'insistance d'Anthony Yerkovich et de Michael Mann auront raison des décideurs de NBC. Et c'est bien Don Johnson qui est choisi. Pour le rôle de Ricardo Tubbs, Denzel Washington, l'une des stars de la série Saint Elsewhere, aurait été pressenti, mais le choix s'est rapidement porté sur Philip Michael Thomas, un acteur pourtant peu en vue qui avait fait quelques apparitions dans des séries comme Wonder Woman ou Starsky et Hutch. Leur supérieur, le lieutenant Rodriguez, est joué par Gregory Sierra, qui avait fait des apparitions en guest dans pas mal de séries, dont Hill Street Blues. Mais l'acteur ne souhaite pas vivre à Miami et demande rapidement à quitter la série. Son personnage est tué dès le 5e épisode et il est remplacé par le lieutenant Castillo, incarné par Edward James Olmos, dont l'apparition dans le film Blade Runner en 1982 avait déjà marqué les esprits. Les inspectrices Gina Navarro Calabrese et Trudy Joplin sont respectivement interprétées par Sandra Santiago et Olivia Brown. Enfin, les inspecteurs Zwitek et Zito, un duo aux allures de Laurel et Hardy, sont joués par Michael Talbot et John Diehl.
Et du côté des guest stars, accrochez-vous les amis, car c'est un véritable festival que nous offre la série. On note la présence de quelques acteurs confirmés comme Pam Grier ou Burt Young, mais surtout de futures stars du grand écran, comme Bruce Willis, Wesley Snipes, Liam Neeson, Laurence Fishburne, Steve Buscemi, Viggo Mortensen, John Turturro, Michael Madsen, Benicio del Toro, Ben Stiller ou Julia Roberts. Et puis il y a aussi des acteurs de séries télévisées comme Ed O'Neill de Marié 2 enfants, Bill Smitrovich de la série Corky, Belinda Montgomery de L'Homme de l'Atlantide, Dennis Farina des Incorruptibles de Chicago, Kay Luke de la série Kung Fu, William Russ vu dans Un flic dans la mafia, Bruce McGill de la série MacGyver, Dean Stockwell de Code Quantum, Richard Belzer de New York Unité Spéciale, Michael Wright de V, Vincent D'Onofrio de New York Section Criminelle, Michael Chiklis de The Shield ou encore Antonio Fargas, le Huggy les bons tuyaux de Starsky et Hutch. Et dans un autre registre, on peut citer l'humoriste Chris Rock, le promoteur de boxe Don King, le basketteur Bill Russell, mais aussi des musiciens comme Gene Simmons, le bassiste du groupe Kiss, Little Richard, Miles Davis, David Johansen, le chanteur des New York Dolls, Phil Collins, The Fat Boys, Harry Shearer de Spinal Tap, Glenn Frey, le chanteur-guitariste des Eagles, Leonard Cohen, Frank Zappa, le groupe Suicidal Tendencies, Isaac Hayes qui se fait littéralement encastrer dans un flipper, le parrain de la soul James Brown et une apparition furtive de Barbra Streisand. L'un des aspects les plus emblématiques de Deux flics à Miami, c'est le look atypique de nos deux héros. C'est Michael Mann qui a imposé le code vestimentaire de la série, à base de tons pastel et de vêtements chics. Sonny Crockett porte un pantalon de costume, généralement en lin, sans ceinture avec une veste par-dessus un t-shirt. Et la touche finale, des mocassins sans chaussettes. Des vêtements froissés et une barbe de 3 jours qui symbolisaient le style négligé du bonhomme. Originaire de New York, Tubbs accordait un soin bien plus important à sa tenue. Il portait régulièrement un costume avec chemise et cravate, mais lorsque la chaleur devenait insupportable, il pouvait aussi s'autoriser une chemise déboutonnée, laissant apparaître un pendentif en or. La costumière Jodie Tillon, qui avait déjà travaillé avec Michael Mann sur Le Solitaire, disposait d'un budget extravagant pour les costumes et faisait régulièrement des allers-retours en Italie chez Gianni Versace et Giorgio Armani pour habiller nos deux héros. Alors Miami Vice, ok, c'est un style vestimentaire caractéristique, mais c'est aussi des décors paradisiaques, des gunfights d'anthologie, des jolies filles et de belles cylindrées. Dès le pilote, Sonny Crockett conduit une magnifique Ferrari de couleur noire. Mais comme la production n'a pas le budget pour utiliser de vrais Ferrari, Michael Mann va commander 2 répliques de Ferrari Daytona qui seront utilisées durant les 2 premières saisons. Elles sont constituées d'un châssis de Chevrolet Corvette C3 de 1979 recouvert d'une coque en fibre de verre sur lequel a été apposé le logo de Ferrari. Mais avec le succès de la série, la supercherie arrive aux oreilles du prestigieux constructeur italien, qui va envoyer ses avocats pour empêcher l'utilisation de ces fausses Ferrari à l'écran. Les 2 parties trouvent un accord et Ferrari fournira 2 modèles de Testarossa pour remplacer les anciennes contrefaçons. Ce qui constituera une sacrée publicité pour ce qui était alors leur tout dernier modèle en date. Les 2 Testarossa de couleur noire sont repeintes en blanche sur demande de Michael Mann pour accentuer le contraste lors des tournages nocturnes. Il fera aussi remplacer le moteur Ferrari jugé trop fragile par un V8 de Corvette. Et pour marquer le coup, la fausse Ferrari utilisée jusque-là sera pulvérisée au lance-roquettes dès le premier épisode de la 3e saison. L'utilisation d'une réplique sera tout de même autorisée par Ferrari, mais uniquement pour les cascades. Et c'est là qu'intervient la De Tomaso Pantera de 1972. Elle est équipée d'une carrosserie en fibre de verre imitant la carrosserie de la Testarossa, mais d'importantes modifications mécaniques lui sont aussi apportées. Un meilleur système de freinage, un système d'injection, un moteur plus puissant, un arceau de sécurité et une seconde pédale de frein agissant uniquement sur les roues arrière afin de réaliser des cascades plus spectaculaires. La voiture que conduit Ricardo Tubbs est quant à elle une Cadillac coupé de ville convertible de 1964.
Mais ce qui a aussi participé à l'image iconique de la série, c'est son utilisation des bateaux cigarettes conduits par Sonny Crockett qui filent à toute vitesse sur les eaux de Miami. Au total, ce sont 5 Chris Kratz Stinger 390X qui furent utilisés pour la série. Impossible de parler de Deux flics à Miami sans évoquer aussi la musique. On peut même parler ici de personnages à part entière, tant elle fait partie intégrante de la narration de la série. Certaines scènes sont construites comme des vidéoclips et nos deux héros portent à merveille leur surnom de MTV Cops. Une chose totalement inédite à l'époque, une enveloppe de $10 000 par épisode était allouée uniquement pour acquérir les droits d'exploitation des musiques. That's the way we use the music in the show. We take a song that will relate a feeling or an emotion or a thought, and we place it strategically to help relay that message or that feeling that we're trying to get across in the show. La bande-son incluait des titres de Phil Collins, The Who, Michael Jackson, Tina Turner, U2, mais aussi d'artistes émergents. Et pour les maisons de disques, avoir la musique de leurs protégés diffusée dans la série était l'assurance de voir les ventes d'albums s'envoler automatiquement. Quant au thème principal ainsi que toutes les musiques originales, elles ont été composées par Jan Hammer lors des 3 premières saisons. Son utilisation des claviers se marie parfaitement bien à l'ambiance de la série. Le générique de Miami Vice a été classé numéro 1 du Billboard américain pendant une semaine et vaudra à Jan Hammer de remporter 2 Grammy Awards. Le thème de Crockett, sorti en 45 tours, sera quant à lui numéro 1 des charts aux Pays-Bas et en Belgique et numéro 2 en Angleterre. À partir de la 4e saison, Jan Hammer quitte la série et c'est Tim Truman qui prend le relais, les claviers s'effaçant progressivement au profit de riffs de guitare électrique. 3 albums officiels contenant les musiques de la série sont sortis entre 1985 et 1988, suivis par plusieurs best-of et une intégrale éditée entre 1989 et 2006. Quelques mois avant sa diffusion sur NBC, Miami Vice fait déjà beaucoup parler dans les journaux, notamment pour son choix de diffuser le son en stéréo, une première pour une série à l'époque. Mais aussi et surtout parce que les journalistes qui ont assisté aux projections presse sont dithyrambiques. Miami Vice a tout pour devenir la meilleure nouvelle série de cette rentrée 1984. Le pilote est diffusé sous la forme d'un téléfilm de 2 heures en prime time le dimanche 16 septembre sur NBC. Il réalise la 2e meilleure audience des programmes de la semaine, un carton autant critique que public. Et ce premier épisode pose déjà toutes les bases de la série. Une réalisation cinématographique qui détonne alors dans le paysage télévisuel américain, mais aussi l'intégration de passages musicaux façon vidéoclip de MTV. Salut Léon, il faudrait... L'intensité et le réalisme de ce pilote sont aussi relevés dans la presse. Mais si c'est bien Thomas Carter qui réalise cet épisode, l'influence de Michael Mann est omniprésente. C'est notamment lui qui impose les néons colorés, les tons pastels, ainsi que l'arrosage des rues de Miami pour refléter les lumières sur l'asphalte. Une esthétique et des plans de caméra caractéristiques de Michael Mann que l'on retrouvait déjà dans le film Le Solitaire en 1981. Mais la séquence qui illustre le mieux le génie de cet épisode pilote, c'est la scène portée par la chanson In the Air Tonight de Phil Collins. Pendant plus de 3 minutes, les dialogues sont minimalistes. Le bruit du moteur est volontairement effacé et le montage laisse la musique dicter le rythme des images. 40 ans plus tard, il s'agit encore de l'une des scènes les plus marquantes de l'histoire des séries américaines. Après la diffusion du pilote, Miami Vice est programmé sur le créneau hebdomadaire du vendredi soir à 22h, en face de Matthew Stone sur ABC et de Falcon Crest sur CBS. Et si Matthew Stone est balayé sans difficulté, Miami Vice peine à exister face au soap opéra de CBS et ne parvient pas à dépasser la 50e place au classement des programmes de la semaine. Une déception pour NBC qui a misé gros sur la série.
Il est vrai que chaque épisode coûtait la bagatelle de 1,3 million de dollars. Miami Vice bénéficie néanmoins toujours du soutien indéfectible de la presse, même si certaines critiques pointent du doigt une glamourisation de la violence et des scénarios un peu creux. Au niveau du scénario, je pense pas qu'ils auront un Oscar cette année. Coupé! Mais derrière l'aspect superficiel, les couleurs pastel, le luxe, les moustaches et les mulets, Miami Vice est une série très sombre qui aborde des thèmes comme l'homophobie, la drogue, la maltraitance infantile ou le viol. Contrairement à la plupart des séries de l'époque, beaucoup d'épisodes se concluaient de manière dramatique. Et c'est vrai que Miami Vice détonne dans le paysage télévisuel, avec son univers de luxure, sa violence frontale et des morts en pagaille aux antipodes d'un programme comme l'Agence Touriste, diffusé à la même époque sur NBC. Donne-moi le pognon. Tu m'entends, mon gros? Donne-moi le pognon. Une seconde. On a assez rigolé. C'est pas toi qui m'arrêteras. Mais à partir du mois de janvier, les audiences progressent de manière régulière jusqu'à atteindre le top 20 des programmes lors de la diffusion des derniers épisodes. Durant l'été 1985, la série est rediffusée sur NBC et attire un nouveau public, provoquant un regain d'intérêt et des scores d'audience jamais atteints alors par la série. Au mois de septembre, Miami Vice se positionne comme l'un des grands favoris des Emmy Awards avec 6 nominations. Elle ne remportera finalement qu'un seul Emmy, celui du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique pour Edward James Olmos. Fort de cette popularité nouvelle et d'un bouche à oreille efficace, la deuxième saison démarre sur les chapeaux de roue et la série se positionne à présent dans le top 10 des programmes de la semaine. Don Johnson et Philip Michael Thomas font la une des journaux et sont désormais les nouveaux sex symboles de l'Amérique. Don Johnson smiled at you? Yeah. Is that good? Oh, God! I touched Don Johnson! Tout le monde copie le style de Crockett et Tubbs et la série devient un véritable phénomène de mode. Mais au-delà du style, cette deuxième saison propose certains des épisodes les plus marquants de la série. Je pense notamment au Retraité, un épisode sombre et déroutant avec une fin amère qui renforce le positionnement plus adulte de deux flics à Miami par rapport à tout ce qui se faisait alors à la télévision. Au cours du mois de janvier 1986, la série remporte 2 Golden Globe Awards, celui du meilleur acteur dramatique pour Don Johnson et celui du meilleur second rôle pour Edward James Olmos. We don't have time to thank all the people I need to thank. But I'll start with Tony Yerkovich, who pushed very hard for me to get this part, and who created Miami Vice, the incredible style and vision of Michael Mann, Bob Harris and all the folks at Universal who believed in me, not to mention Brandon Tartikoff, Jeff Sagansky, and all those fine folks at NBC who took yet one more chance. Dès 1985, Philip Michael Thomas profite de sa nouvelle notoriété pour sortir un disque, Living the Book of My Life, sous son propre label Spaceship Records. Deux titres apparaîtront dans la série, mais l'album fait un flop. L'année suivante, Don Johnson se lance à son tour dans une carrière musicale avec beaucoup plus de succès, puisque son premier album, Heartbeat, sera disque d'or un mois à peine après sa sortie. Et sur les plateaux de tournage, l'ambiance est à la fête. Toutes les stars veulent participer à la série. Don Johnson est invité à toutes les soirées, il enchaîne les relations avec des top modèles et on lui prête même une liaison avec Madonna. Mais après cette deuxième saison, et alors que le show est à son prime, une crise majeure éclate. Don Johnson, qui gagne 35 000 $ par épisode, estime que son cachet n'est plus en adéquation avec son nouveau statut et menace de quitter la série. Lorsque le tournage de la troisième saison démarre, la star de Miami Vice ne se présente pas sur le plateau. S'opère alors un bras de fer entre NBC, Universal et l'acteur. Si la chaîne fait courir le bruit qu'ils n'ont pas l'intention de le retenir et ont même déjà identifié son remplaçant en la personne de Mark Harmon,
Michael Mann, lui, ne l'entend pas de cette oreille et il convainc Don Johnson de rester en échange d'une très grosse somme d'argent, faisant de lui l'acteur de télévision le mieux payé à l'époque. Et alors que le cinéma lui faisait les yeux doux, Don Johnson est contraint de refuser 2 films qui auraient pu changer sa carrière, Piège de cristal et Les Incorruptibles. Pour cette 3e saison, Miami Vice est déplacé sur le créneau horaire de 21h en face d'un sacré concurrent. Michael Mann se détache progressivement de la série pour se consacrer à d'autres projets. Et Dick Wolf arrive en tant que producteur exécutif et scénariste. Lui aussi avait travaillé sur Hill Street Blues, mais si ce nom ne vous est peut-être pas inconnu, c'est parce qu'il deviendra, quelques années plus tard, le créateur de la franchise Law & Order. Un changement de ton s'opère alors, la série devient encore plus grave et désabusée, et les tenues pastel disparaissent au profit de costumes aux couleurs plus ternes. C'est aussi au cours de cette saison que John Diehl, qui incarne Zito, quitte la série. Mais si la qualité du programme est toujours reconnue, face au retour de Bobby Ewing dans Dallas, nos 2 flics à Miami ne font pas le poids. Les audiences baissent et Miami Vice sort du top 10 des programmes les plus regardés. La série reste néanmoins très populaire et à l'été 1987, un spectacle Miami Vice fait son apparition dans le parc des studios Universal. La 4e saison marque un changement de style pour nos 2 flics à Miami. Tubbs arbore à présent une barbe parfaitement taillée, tandis que Crockett nous dévoile un magnifique mulet. Les scénaristes tentent de revenir à des choses plus légères, mais les audiences continuent de chuter et la série se perd parfois dans des intrigues hasardeuses. Lors du 7e épisode, intitulé Missing Hours, Trudy est enlevée par des extraterrestres. Cet épisode totalement barré est parfois cité par les fans comme le Jump the Shark de 2 flics à Miami. Une expression qui fait référence à un épisode de Happy Days où Fonzie fait du ski nautique habillé d'une veste en cuir et saute au-dessus d'un requin. La fin de la saison marque néanmoins un retour à un ton bien plus dramatique. Caitlin, la nouvelle femme de Crockett, est assassinée et Sonny ne parvient plus à faire la différence entre Sonny Crockett et son alter ego Sonny Burnett. Allô? Ah. Oui, merci. C'était le médecin légiste. Caitlin était enceinte de cette semaine. Lorsque démarre la 5e saison, Miami Vice n'est plus le programme phare de NBC. Crockett et Tubbs semblent plus que jamais usés et désabusés, et malgré un retour à son créneau original de 22h, les audiences ne remontent pas. Afin d'en finir au plus vite, 4 épisodes déjà tournés et montés sont retirés de la programmation pour sauter directement au final en 2 parties, diffusées le 21 mai 1989. Une fin amère qui voit les 2 équipiers rendre leur insigne et partir chacun de leur côté. Tu vas me manquer, tonton. Tu vas me manquer, bonhomme. Tu veux que je te dépose à l'aéroport? Pourquoi pas? 3 des 4 épisodes restants seront diffusés au cours du mois de juin sur NBC. Et il faudra attendre le 25 janvier 1990 pour voir le 4e épisode intitulé Too Much Too Late sur USA Network. NBC ayant refusé de le diffuser à cause de sa violence crue et d'une fin amorale incompatible avec une diffusion grand public. En France, la série a été diffusée pour la première fois le 19 septembre 1986 en prime time sur Antenne 2, avec un lancement annoncé au JT de 20h. C'est dire si la série suscitait beaucoup d'attentes. 2 flics chics, plutôt branchés, sorte de Starsky et Hutch, beaucoup plus modernes, devraient vous captiver pendant une 50aine d'épisodes sur Antenne 2 le vendredi soir. Elle a ensuite été rediffusée à partir de 1989 sur la 5, puis en 1993 sur M6. Don Johnson est doublé en VF par Patrick Poivet, Philip Michael Thomas par Sadie Robo et Edward James Olmos par Serge Lorca.
À noter aussi la participation remarquée de l'actrice française Ariel Dombal au cours d'un épisode de la 2e saison. Oh, ça ne vous dérange pas. Je brûle partout. Pas de panique. Je suis immunisé. Vaut mieux que je fasse un rapport à notre lieutenant vénéré. Tu lui feras la bise. Ouais, s'il avait le physique de la fille, je lui ferais même plus que ça. En France, Miami Vice a peut-être moins marqué les esprits qu'aux États-Unis. On retrouve néanmoins quelques références à la série, notamment chez les nuls vers la fin des années 80 avec un sketch devenu culte. Plus récemment, en 2019, Maître Gims a sorti un titre qui s'intitule tout simplement Miami Vice. Bon, ça, on aurait pu largement s'en passer. Durant la production de la série, des smokings Miami Vice ont été commercialisés par la marque After Six. Le fabricant de chaussures Ronica a sorti également une gamme de flics à Miami et la chaîne de magasins Macy's a même ouvert un rayon Miami Vice pour les hommes. On pouvait aussi trouver des maquettes des 2 Ferrari et du hardboard de Sonic Rocket, une reproduction de la Testarossa blanche à l'échelle 1/24e, un jeu de plateau, des chewing-gums avec des stickers à collectionner, ainsi qu'une gamme de jouets exclusive au marché brésilien. Entre 1985 et 1987 sont sortis 6 romans adaptés d'épisodes de la série, dont 3 ont été traduits en français aux éditions Presse de la Cité. Des comics ont également été publiés, une série parodique entre 1985 et 1986 dans le magazine Cracked, et plus récemment, en 2014, une série publiée par Lionforge Comics qui comprend 8 numéros. Aujourd'hui, il y a bien plus de merch autour de Miami Vice avec des modèles réduits, des action figures ou des Funko Pop, tandis que l'intégrale de la série est disponible en DVD et en Blu-ray avec une magnifique édition française signée Elephant Films. Miami Vice a eu droit à plusieurs adaptations en jeux vidéo. La première a été commercialisée en 1986 par Ocean Software pour les micro-ordinateurs Amstrad CPC, Commodore 64 et ZX Spectrum. Le joueur incarne Sonic Rocket et Ricardo Tubbs avec pour mission de démanteler un trafic de drogue. Cette aventure se déroule le plus souvent à bord d'une voiture qui explose au moindre contact avec un mur, une pelouse ou avec les autres automobilistes. Un jeu à la difficulté rédhibitoire qui a reçu de très mauvaises critiques à sa sortie. En 1989, Sony et Ricoh sont de retour dans un jeu pour PC et Atari ST dont le but est encore et toujours d'arrêter les trafiquants de drogue de Miami. Il faudra attendre 2004 pour revoir nos 2 héros sur PlayStation 2 et PC, suivi par une dernière aventure en 2006 sur PSP et mobile, mais qui est en réalité ici une adaptation du film et non de la série. 2 flics à Miami a véritablement été un game changer à la télévision et une inspiration pour beaucoup de séries qui ont suivi. On retrouve par exemple son influence dans les Dessous de Palm Beach qui y va encore plus à fond avec les couleurs flashy et l'érotisme. The Insiders avec sa musique omniprésente ou Les Incorruptibles de Chicago, une série créée elle aussi par Michael Mann et qui, même si elle se déroule dans les années 60, réutilise certaines recettes qui ont fait le succès de 2 flics à Miami. Et aujourd'hui encore, la série fait l'objet de nombreuses parodies et clins d'œil, notamment dans Les Simpsons, Friends, Le Prince de Bel-Air ou Les Sopranos, avec des VF qui malheureusement choisissent de supprimer certaines de ces références. J'ai osé prendre la liberté de polir l'argenterie de votre grand-mère pour la réception de ce soir. Wow. C'est Jeffrey ou bien la reine des folles? Oh, is that G or Philip Michael Thomas? Quoi? T'as perdu ton bide? Where's Tubbs? En 2018, l'équipe de basket des Miami Heat crée l'événement en dévoilant une nouvelle tenue qui rend hommage à la série. Et autant vous dire que les boutiques ont toutes été prises d'assaut. Mais le plus gros hommage à 2 flics à Miami est sans aucun doute le jeu vidéo GTA Vice City, sorti en 2002. L'histoire se déroule en 1986 dans une ville similaire en tout point au Miami de la série. Et en reprend tous les codes. Ambiance, style visuel et musique sur fond de trafic de drogue. Philip Michael Thomas double d'ailleurs l'un des personnages principaux du jeu.
Après l'arrêt de la série, Don Johnson délaisse la télévision pour se consacrer au cinéma. Entre 1989 et 1993, il est la tête d'affiche de plusieurs films, The Hotspot, Dead Bang ou encore Harley Davidson and the Marlboro Man. Mais malheureusement, aucun d'entre eux n'a réellement été un succès. Pas de quoi entacher sa légende puisqu'en 1996, il obtient son étoile sur Hollywood Boulevard. If anyone had suggested during those struggling, lean times that I would someday be a part of this great Hollywood tradition, I would have asked them what they were smoking, and then I would have asked them for some. Et c'est aussi la même année qu'il fait son grand retour à la télévision avec la série Nash Bridges, dans laquelle il incarne un inspecteur de la police de San Francisco. John Diehl y fera une apparition et Philip Michael Thomas participera quant à lui à 2 épisodes. Bubba, you are way too far from home. Remember how to use one of these? Yeah, just like riding a bicycle. La série s'arrête en 2001 et Don Johnson connaît ensuite une longue traversée du désert. C'est son rôle dans le film Django Unchained de Quentin Tarantino en 2012 qui va lui remettre le pied à l'étrier. On le reverra ensuite dans la série Watchmen, le film Netflix à couteau tiré et en 2021 dans un téléfilm réunion de Nash Bridges. L'après Deux flics à Miami fut bien plus compliqué pour Philip Michael Thomas. Il fait une apparition dans Superboy, tourne dans quelques téléfilms, mais partage surtout l'affiche avec Bud Spencer dans la série Extra Large, produite par la Rai et qui se déroule aussi à Miami. En 1994, il crée une activité de voyance pour laquelle il apparaît dans des publicités à la télévision. Et sa carrière d'acteur restera ensuite au point mort. En 2006, alors qu'un téléfilm réunion était espéré par les fans depuis plusieurs années, c'est finalement au cinéma que Deux flics à Miami fait son grand retour. À la réalisation, on retrouve Michael Mann avec Colin Farrell et Jamie Foxx dans les rôles respectifs de Crockett et Tubbs. Exit les couleurs pastel et les années 80, Michael Mann a choisi de mettre en scène les années 2000 sur fond de musique électronique, avec des titres de Moby, Mogwai ou Goldfrapp. Trop éloigné de l'ambiance colorée de la série, le film a dérouté les fans et a reçu un accueil mitigé à sa sortie. Mais avec le temps, Miami Vice a vu sa cote de popularité grandir, devenant même pour certains une référence du film d'action. En 2017, on apprend que Dwayne Johnson aurait l'intention de produire un reboot de la série pour la chaîne NBC. L'affaire semble désormais définitivement abandonnée et en 2025, la production d'un nouveau film a officiellement été annoncée, sous la direction de Joseph Kosinski, le réalisateur de F1 et Top Gun Maverick. Selon les informations qui circulent dans la presse, les acteurs Austin Butler et Michael B. Jordan seraient en pourparlers pour incarner Crockett et Tubbs, avec une sortie en salle prévue pour l'été 2027. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec quelques anecdotes sur la série. Au cours de la première saison, la légende du rock Iggy Pop a interprété le rôle d'un propriétaire de club sadomasochiste. Malheureusement, et alors que la presse avait pourtant annoncé la présence de la star quelques jours avant la diffusion de l'épisode, sa scène fut coupée au montage en raison d'un contenu jugé inapproprié par NBC. Seules quelques photos promotionnelles témoignent aujourd'hui de sa prestation. A noter que 3 chansons de Iggy Pop ont ensuite été utilisées au cours des 3 dernières saisons. L'épisode Leap of Faith, diffusé le 28 juin 1989, a été conçu comme un backdoor pilot pour une série spin-off centrée sur de jeunes agents infiltrés, opérant dans le milieu universitaire. Crockett et Tubbs n'apparaissent que brièvement dans cet épisode, laissant la vedette au protagoniste de la future série. Mais ce spin-off, dont le concept était finalement très similaire à 21 Jump Street, ne verra jamais le jour. L'épisode Deux pitres à Miami de L'homme qui tombe à pic, diffusé le 10 janvier 1986 sur ABC, multiplie les références à Miami Vice, reprenant notamment plusieurs musiques de la série. Le film The Fall Guy, sorti en 2024, établit lui aussi un lien avec Miami Vice, puisqu'il y est dit que Colt Seavers a travaillé en tant que cascadeur sur le spectacle Miami Vice des studios Universal. Et le thème de Jan Hammer a même été réutilisé lors d'une poursuite en hors-board.
Durant la diffusion du programme, la conduite sans ceinture de Sonny Crockett a été vivement critiquée par les associations américaines de sécurité routière, si bien que Don Johnson a été contraint de tourner dans un spot de sensibilisation pour les jeunes. If you've watched the show, you know that we don't wear seatbelts when we're chasing around after the bad guys. There's a reason for that. It's because we work under very controlled conditions, and we're creating illusion. It just wouldn't work out so well if Crockett was, wearing a seatbelt. It wouldn't be as exciting and dangerous. That's okay for Sonny Crockett, but not for me. Merci à tous d'avoir suivi cette rétrospective consacrée à Miami Vice. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker, à booster et à vous abonner à la chaîne. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Je sais pas trop. Si vous m'emmenez dans votre appartement, c'est parce que vous espérez coucher avec moi. Vous avez de l'intuition, vous. Je préviens ma copine.